Et salut à tous, c'est Mike, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un bouquin que j'ai récupéré au fiche il y a quelques mois et que j'avais pas encore lu. Je l'ai lu et j'étais agréablement surpris. Il s'agit de Hydre, chasseur de monstres de fibre tigre avec sa couverture magnifique toute dorée que je vais essayer de vous faire briller là de mille feux. Ah là, ça brille, c'est beau, c'est magnifique. À mon avis c'est des vraies feuilles d'or. Non, c'est pas vrai. En tout cas, merci beaucoup, vous êtes 500 sur la chaîne à l'heure actuelle, c'est un vrai plaisir d'avoir toute la force que vous nous envoyez. On espère que ça continuera ainsi. En tout cas, n'hésitez pas, continuez, mettez le pouce bleu. Si c'est pas fait et que le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Ça nous soutient et ça nous permet d'avancer. Et là, on va se faire tout de suite un feuilletage. Ensuite, on se fait la critique. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc il est un livre de 304 pages avec un magnifique vernis sélectif, enfin c'est pas un vernis sélectif, je sais pas comment on appelle ça, doré, qui rend vraiment très très bien, avec un très joli visuel. Par contre, couverture cartonnée, voilà, moi je prends pas soin de mes bouquins, et il est déjà tout corné, c'est une catastrophe. Mais au bout d'un moment, quand on lit, ça s'abîme forcément. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un livre qui est complet, donc avec une partie règle et une partie campagne. Je vous détaillerai un peu dans la critique, ce qui fait un peu la spécificité, je trouve, de l'approche de Fibrotrix sur cet ouvrage. Mais en tout cas, on va le feuilleter déjà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc il s'agit d'un livre qui se situe, il s'agit d'une campagne à la base qui se situe à Paris en 1889. En tout cas, elle commence à Paris en 1889. Et vous allez voir qu'on va voyager, on va voir un petit peu de pays, on va voir pas mal de choses. Donc, on commence avec un truc très très classique du qu'est-ce que le jeu de rôle, qu'est-ce que les feuilles de personnages, de quoi on a besoin, l'écran de jeu, machin. Ensuite, les spécificités du jeu de rôle Hydre. Et là, on voit qu'il parle de l'actual play, donc il fait quand même un parallèle avec son actual play en expliquant que même ceux qui ont suivi l'actual play, il y a quand même des choses dedans qui pourront en retirer, mais que s'ils veulent, ils peuvent aussi s'inscrire dans les pas de ce qui a déjà été fait. Ensuite, on va voir un petit peu le système de règles qui va arriver. Alors des petits conseils OMJ qui sont plutôt sympas, mais qui ne sont pas extraordinaires, hein. On est sur une partie très très générique, mais en fait cet ouvrage n'est pas à destination uniquement des rôlistes purs et durs et confirmés, mais est fait en sorte pour qu'un novice puisse masteriser cette campagne assez facilement. Je vous l'expliquerai dans la critique un petit peu plus tard, vous verrez. En gros, on peut commencer à lire la partie règle et commencer à jouer dans la foulée assez facilement sans avoir à lire tout l'ouvrage entièrement. Et là pour le coup ça a été très malin de la part de Fibrotrix et je trouve ça assez bien fait. Ensuite il y a une création de personnages si on le souhaite, même s'il y a des pré-tirés qui correspondent à ceux qui ont été faits dans l'actual play, mais on peut évidemment créer ces personnages avec différentes professions qui vont correspondre à l'époque, donc l'athlète, le baroudeur, le caïd des deux mondes, le cambrioleur de haut vol, le diplomate des puissants, le négociant des 5 continents, etc., etc. Un système de caractéristiques et de compétences, on est quasiment sur du basique, hein, c'est-à-dire décent, on doit faire en dessous du score de la compétence ou de la caractéristique, tout simplement. Une descriptive des compétences, rien de particulier à dire, on est sur des choses assez classiques, hein. Ça se rapproche énormément de ce qu'on peut connaître par exemple dans l'appel de Cthulhu à ce niveau-là. Quelques petits talents pour ces personnages qui vont permettre de les personnaliser un petit peu, donc des compétences spéciales évidemment. Ensuite, on a tout ce qui est chiffré, donc les points de vie, le bonus d'initiative, bonus de dégâts, encombrement, protection. Donc tout est très simplifié, tout est très fluide et très simple. On n'est pas sur un système qui est trop dense, on est sur quelque chose qui est facilement accessible, qui pourra permettre à tout le monde de jouer très facilement. Et ensuite, le petit récap pour la création de personnages, évidemment, et la magnifique fiche de personnage qu'on voit ici, avec un emplacement pour mettre son visuel, les attributs qui sont ici, les points de vie, la protection, l'initiative, toutes les compétences, les petits trucs de roleplay, je suis génial parce que, mais je ne pourrai jamais me mêler à ceux qui ignorent l'existence de l'occulte parce que, car en effet, il y a de l'occultisme, il y a du surnaturel dans cet ouvrage, on va y parler dès qu'on va détailler la campagne. Les armes, les notes, les possessions, une fiche de personnage très 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 simple. Quelques équipements de combat rapprochés, avec des cannes épées évidemment pour correspondre à l'époque, Paris 1889, âge de la Tour Eiffel, des explosifs, des armures, des accessoires, et un petit visuel qui brille de mille feux parce que le papier a un grammage assez épais. D'ailleurs, même sur la tranche, il est doré, hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais même sur la tranche, tout est doré, tout est magnifique, et le papier brille de mille feux. Pas mal de petits visuels, notamment ce magnifique panorama de Paris, avec cette tour Eiffel et ces montgolfières, que je trouve absolument sublime et qui met directement dans l'ambiance de ce Paris à l'époque de l'exposition universelle. Ensuite, Acte 1, chasseur, quelle est votre mission? Alors, de quoi parle cette campagne au final? Il faut savoir que l'Hydre, c'est un groupuscule, une organisation qui existe dans plusieurs pays différents, mais là en l'occurrence, l'Hydre est celle à laquelle les joueurs appartiennent, et c'est une organisation qui chasse les monstres, les dieux mythologiques et les choses comme ça, puisqu'ils existent réellement dans cet univers. Donc les joueurs sont des initiés, on va dire, sont des personnes qui sont au courant de tout ça, ont des compétences
pour tout ça, ce ne sont pas des kidams, ce ne sont pas des gens lambda. Et donc la campagne va commencer quand votre patron de l'hydre va vous dire qu'il y a une stèle, un monolithe qui a été retrouvé qui contient 100 dieux, 100 anciens dieux, qui même s'ils ne peuvent pas à l'heure actuelle prendre leur forme de dieu sur Terre, vont quand même avoir des sortes d'avatars au pouvoir surnaturel, des sortes de demi-dieux, de démons, de monstres, etc. Et qu'il faut les arrêter avant que les 100 sortent, parce que sinon ça va être le bordel et ça va être l'apocalypse. Voilà, en gros pour résumer. Donc on a une mission qui est très claire, il va falloir se rendre à ces monolithes et faire en sorte d'arrêter tout ça. Il y a un petit côté aventure qui est très 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 présent dans le jeu. Vous allez voir qu'il y a du voyage, il y a quelque chose de très très pulp dans l'esprit. J'aime beaucoup l'ambiance et l'atmosphère qu'ils ont réussi à en faire ressortir. Il y a un petit côté voyage autour de la Terre, voyage au centre du monde, tour du monde en 80 jours, il y a un côté très Jules Verne dans ce qui se passe. Et donc évidemment on parle de dieux, donc il va falloir les combattre, et on va les combattre avec des symboles de croyance. Et donc peu importe la croyance qu'on a, que ce soit l'islam, la mémoragive, le chapelet des chrétiens, la Bible chrétienne, le Coran pour l'islam, mais évidemment toutes les autres religions sont aussi incluses, il ne cite que quelques exemples parmi tant d'autres. On va se lancer dans la campagne, départ de Paris, puisque nous sommes à la base rattachés à l'organisation de l'hydre qui est à Paris, avec des magnifiques visuels qui représentent un peu l'époque. Et donc on va partir dès le début en train, et on a tout un premier acte sur un voyage en train. Je vais pas vous spoiler toute la campagne, mais je vais juste quand même vous montrer un petit peu comment se passe ce scénario et comment on peut le faire jouer. Donc au départ de Paris, ils doivent se rendre tout d'abord en Italie en passant par Lyon. Ils ont une escale à Lyon à faire pour prendre de l'équipement et ensuite partir en Italie. La campagne est très très linéaire, mais tout ce qui va se passer pendant ces trajets ou pendant ces escales vont être assez ouvertes avec pas mal de petites quêtes secondaires. Ça va être très 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 sympa. C'est très finement écrit, je trouve. Voilà, Fibrotique m'a toujours impressionné en tant que MJ, je trouve qu'il est très fort, mais en tant qu'écrivain pour le jeu de rôle, il est vraiment aussi costaud. Et donc voilà, je vous dis voyage en train, ils sont pas obligés de partir en train, mais il y a tout un paragraphe, si voyage en train, tous les petits événements qui peuvent se passer. Et ça va être plein de petits trucs très très sympas, avec un petit voleur qui va chaparder un collier en draguant une bourgeoise, un gamin qui meurt de faim et qui a besoin d'un sandwich, enfin un vendeur qui vous ramène un sandwich en fait, et qui, pour faire une sorte de tutoriel pour les nouveaux sur les jets de dés, sur comment ça se passe, etc., va nous permettre de mettre la pression sur nos joueurs alors qu'il ne se passe absolument rien. Je trouve le principe assez incroyable. Il y aura aussi également un chien à sauver, qu'on retrouvera peut-être plus tard quand on fera escale à Lyon. Donc voilà, tout est entremêlé, tout est entrecoupé, et ça permet d'avoir une continuité sur la campagne sans avoir à lire toute la campagne. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il a préféré partir sur un postulat d'avoir quelques scénettes très très fortes, avec dans ces scénettes un choix assez large pour les joueurs, pour que ceux-ci se sentent guidés en même temps sentent assez libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis ces petites scénettes, suivant si elles sont réussies ou pas, on retrouvera des intervenants un peu plus tard dans différentes parties de la campagne. Je trouve ça très très malin et vraiment très bien foutu. Et ça permet au MJ de ne pas avoir un milliard de choses à se rappeler. Il sait qu'à la fin de ce voyage, il doit noter telle chose ou telle chose, suivant ce qui s'est passé. Donc il y a un petit côté choix multiple en même temps assez ouvert pour que les joueurs ne se sentent pas tout perdus. Donc ça c'était pour le voyage en train, mais ils peuvent aussi vers leur voyage en Peugeot Break. Et quand on parle de Peugeot Break à l'époque, on parle de ça, on parle de cette petite carriole avec ce cheval. On parle pas du tout d'une 306 ou je ne sais quoi. Et donc là on va se trouver avec d'autres petits événements. Des événements qui vont croiser ceux qu'il y a dans le train, évidemment. En réalité, en fait, on va avoir une autre partie, un autre visuel de ce qui se passe sur ce trajet, alors qu'en fait, les joueurs, eux, n'auront qu'une seule vision des deux. Ils n'auront pas les deux. Et je trouve ça assez intéressant. Par exemple, ce petit chien dans le train qui est accroché au train et qui va tomber, si on ne le sauve pas, il atterrit sur la route. Et en fait, les joueurs, quand ils vont avancer en Peugeot Break, si jamais ils font le choix de ne pas prendre le train, mais plutôt d'y aller en Peugeot Break, je trouve vraiment le nom incroyable, ils vont trouver ce petit chien. Donc ils auront quand même une chance d'avoir un lien avec ce joueur, avec ce personnage, enfin ce PNJ à Lyon quand ils arriveront. Donc du coup, je trouve ça très très malin d'avoir réussi à tout imbriquer pour que ça fonctionne, et en fait que ce soit cohérent pour le MJ, parce qu'en fait le joueur lui s'en fout, il ne sait pas ce qui se passe dans le train quand il prend le Peugeot Break, mais le MJ lui il sait que c'est cohérent et ça donne du corps à tout ça et ça lui permet d'improviser et d'ajouter des éléments assez facilement. Je trouve ça très 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 chouette. Donc on trouve le petit chien égaré, justement on en parlait, quand on prend le Peugeot Break qui est là, il va y avoir une autre si dans le train on a le vol du collier, en Peugeot Break on a une autre chose à faire.
Et ils vont finir par arriver à Lyon, avec la magnifique place des Jacobins. Et à Lyon, donc on va avoir un petit plan de la ville, tous les petits quartiers, l'antenne locale de l'Hydre, évidemment, les quartiers de Bellecour, et puis on a un plan avec donc les deux fleuves, hein, le Rhône, enfin les deux fleuves, la rivière, la Loire, la Saône, mais on a les deux fleuves avec la presqu'île, et donc voilà, pour les Lyonnais qui connaissent, le quartier de l'Opéra, tout le Vieux-Lyon, etc. Moi je suis de là-bas donc forcément ça me parle énormément. Mais même si ça vous parle pas, tout est bien détaillé pour pouvoir faire jouer vos joueurs. Et à chaque fois il y a cette ambiance qui en ressort, cette ambiance un peu de... il y a un petit côté steampunk à la Jules Verne qui fonctionne vraiment vraiment très très bien. Et avec en même temps une partie occulte avec des fées, des vampires et des loups-garous et tout ce genre de choses là. Ça fonctionne vraiment très très bien, il est très très bon au niveau de son écriture. Donc les gens vont pouvoir récupérer pas mal de petits équipements, il y a un marché noir qui est en place au niveau de chacune des villes qui vont traverser. Et donc voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ressemble le bouquin. Le but n'est pas de détailler toute la campagne, il y a plein de petites quêtes parallèles, mais en même temps, comme le jeu est... Alors il n'est pas chronométré le jeu, les joueurs n'ont pas une deadline, mais par contre, il y a un sentiment d'urgence qui se dégage de ce qui se passe dans la campagne. Du coup, ils ne feront pas toutes les quêtes secondaires, mais c'est pas grave parce qu'elles sont vraiment toutes intéressantes, elles sont vraiment toutes sympas, et elles prennent pas beaucoup de temps, donc en fait c'est un jeu qui avance beaucoup, 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 beaucoup. Donc là par exemple on aura quelques vampires, avec le magnifique plan du Grand Théâtre de Lyon, absolument incroyable. Les plans sont des espèces de blueprints dorés et bleus qui fonctionnent vraiment très très bien. Et on avance avec pas mal de visuels aussi pour un jeu de rôle de ce calibre-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de visuels et ça marche très bien pour se faire une idée. Donc des loups-garous également, et d'autres plans, et donc là on est sur la partie lyonnaise pour l'instant. On va feuilleter le livre, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette campagne, mais on va pas spoiler absolument tout ce qui se passe, ce qui serait dommage. Mais il faut savoir que donc les joueurs vont être amenés à voyager en Italie, en Grèce, puis au Moyen-Orient, pour aller vers ce monolithe, afin de combattre les divinités qui prennent forme. Et donc évidemment, époque oblige, on va avoir du voyage en montgolfière, on va avoir des combats sur les toits, on va avoir... Voilà, il y a un côté très très pulp, et en fait c'est un peu une... Moi je trouve quand j'ai lu cette campagne, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est un peu une version fantasmée et décomplexée des masques de Nyarlathotep si elles avaient croisé Jules Verne. Sincèrement, on est là-dessus, je trouve, vraiment. Il y a un côté masque de Nyarlathotep parce qu'on va aller d'endroit en endroit, on va résoudre des problèmes au fur et à mesure avec des choses qui se passent sur notre trajet tout le temps. Un peu comme une espèce de grand album de Tintin, hein, si vous voyez un peu la référence. Je veux dire, on avance tout le temps, mais en même temps, il y a des péripéties en permanence. Il y a des petits bouts d'indices, des petites pistes de quêtes secondaires partout, des personnages qui sont extrêmement attachants. Il a fait un boulot absolument fou cette campagne, je trouve. Les visuels, je trouve inégaux par contre, sincèrement. Il y en a qui sont vraiment très très bien, mais il y en a qui sont plutôt... aussi, parce qu'on a des visuels comme ça qui sont vraiment sublimes. On a des sortes de photographies d'époque, qui sont souvent les photos un peu plus récentes qui ont été retravaillées, hein, mais qui fonctionnent bien également. Et puis on a d'autres dessins plus génériques, qui sont un petit peu moins inspirés, on va dire. Donc c'est assez inégal en termes de direction artistique, ce qui est un petit peu dommage. Il y aura évidemment une partie en croisière, hein, aventure oblige. Et on va croiser pas mal de dieux, de monstres mythiques, mythologiques. Et la campagne est très 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 rythmée, elle n'est pas très longue. Alors je l'ai pas fait jouer, donc c'est toujours dur à anticiper, mais là comme ça je dirais qu'entre 10 et 15 sessions, elle est bouclée. On va aller à la Grèce évidemment, on va aller à Athènes, mais quand on parle de dieux, évidemment si on passe pas en Grèce, ce n'est pas drôle. Donc en tout cas voilà, toute la campagne est assez linéaire pour qu'on puisse la masteriser facilement et en même temps assez ouverte pour que les joueurs aient ce sentiment d'explorer et de trouver eux-mêmes des pistes et des choses à faire. Il y a plein de petites fausses pistes, plein de petits PNJ secondaires qui ne servent à rien à part à créer des scènes assez mémorables. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. On va directement aller à la fin de la campagne, puisqu'on va éviter de spoiler tout ce qui s'y passe, même si c'est pas vraiment le secret qui est important, mais plus le chemin pour y parvenir. Puisqu'à la fin, nous avons... On va peut-être pas spoiler les derniers boss et tout ça quand même. Hop là. Et ensuite à la fin on a une partie sur les héros de l'actual play. Donc c'est là où l'ADA je la trouve un peu moins inspirée moi personnellement. Donc on termine sur quelque chose, la campagne sur des choses absolument dantesques, hein. Ça va quand même assez loin. Et donc les héros de l'actual play, on a leurs caractéristiques et leur visuel pour ceux qui veulent les jouer directement, sans avoir à se prendre la tête à créer des nouveaux persos parce qu'ils ont aimé l'actual play. Donc on peut jouer les personnes qui sont en jeu dans la version émission de radio. Et puis à la fin, on a pas mal de visuels des différents dieux qu'on va croiser et qu'on va combattre tout au long de l'aventure.
Voilà, je trouve pas tous super inspirés, je trouve la DA à l'intérieur du bouquin bien plus inspirée que certains de ses dessins. Mais voilà, c'est assez inégal en termes de DA, après rien ne vous empêche de prendre des visuels autres, hein. Mais voilà, on croise des gens bien connus, hein, Tiamat, Shedou, Zababa, avec ses armes. Ça fait très invocation de Final Fantasy, je trouve, ces visuels. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait très invocation de Final Fantasy. Je me demande si c'est pas une inspiration comme une autre. Et à la fin, très sympa, on a un résumé des règles. Donc une version très très condensée des 50 premières pages, avec tout. Si jamais le MJ cherche quelque chose, c'est ici qu'il faut venir le chercher parce qu'il y a toutes les règles en très condensé. Ce qui veut dire que si on n'a pas lu les règles, bah, ça peut paraître obscur. Quand on les a lues une fois, tout ça s'éclaircit facilement. Et sur le marché noir, par exemple, c'est très très bien d'avoir des petits tableaux pour savoir qui vend quoi, où et qu'est-ce que ça vaut, puisqu'on parle de troc et de choses comme ça. Et il va falloir trouver du sang de vampire ou des dents de grenouille maudites pour réussir à trouver une arme plus compétente ou autre. Et on finit avec une nouvelle fiche de personnage. Et c'est la fin de cet ouvrage, on se retrouve pour la critique. Bon alors cette titre au final, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien moi je trouve que c'est vraiment vraiment sympa. En fait, on n'est pas sur une campagne, on n'est pas sur une campagne monstre, on n'est pas sur l'appel de Cthulhu avec les masques Nyarlathotep, on n'est pas sur Kingmaker, on n'est pas sur ce genre de campagne là, des choses massives avec un investissement profond, etc. Non, par contre on est sur une campagne popcorn qui fait appel à beaucoup de référents culturels. On est sur du Jules Verne, on est sur du Indiana Jones, on est sur ces choses-là, et en même temps il y a un côté surnaturel qui peut se rapprocher de Cthulhu par moment. On va y croiser des vampires, on va y croiser des loups-garous, on va y croiser des démons ailés, on va y croiser des pieuvres géantes, évidemment. Toutes ces choses-là, tout ce qu'on imagine pouvoir trouver dans un bon ouvrage d'aventure de la Jules Verne, on va le trouver dans ce bouquin, et je trouve ça absolument excellent. La force de ce livre, je trouve, moi, c'est que donc les règles sont très très simples, hein, c'est très inspiré du système basique, donc du dessin, c'est très simple pour les joueurs à prendre en main. Donc pour initier des joueurs et en faire une campagne moyen terme, on va dire, parce que c'est pas très très long comme campagne, mais ça permet de jouer quand même un sacré paquet d'heures. C'est très très chouette. Pour le coup, moi si je devais, en dehors des boîtes d'initiation, si je devais initier des joueurs à un jeu de rôle, je pense que je prendrais ce genre de produit-là. Parce que l'investissement pour le MJ, il est assez léger. Il y a une cinquantaine de pages de règles à lire. Moi j'ai joué à l'appel de Cthulhu pendant des années. Le système il coule de source pour moi. Mais même si on ne le connaît pas, je pense qu'en gros, on lit les règles, on commence à lire le premier chapitre sur Voyage à Paris, on voit comment ça se passe, et après on peut faire couler la campagne toute seule. Il y a pas c'est pas la peine d'aller chercher des éléments en fin de campagne pour les ramener au début, pour créer de la cohérence et tout. La cohérence, elle est faite par toutes les intrigues secondaires qu'il y a. Et donc c'est ça qui est assez fort de la part de Fibre Tigre, c'est qu'en gros, pour préparer sa séance de jeu, le MJ va pas avoir une infinité de possibilités en se disant où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Non, les joueurs prennent telle direction, ça c'est la campagne qui le guide, et ensuite dans ce contexte-là, ils vont avoir le choix entre plein de petites propositions, et suivant comment ils réagissent à ces propositions, et ce qu'ils en font, et où ils vont, il va y avoir des choses qui auront un impact plus tard. Et ça, je trouve ça assez excellent, parce qu'au final, ça permet aux joueurs de se sentir libres, et en même temps au MJ d'avoir une ligne droite très claire, qui permet de dynamiser la campagne, ça avance tout le temps, et ça permet aussi de faire en sorte d'avoir plein de petits trucs à picorer à droite à gauche. C'est vraiment très très bien écrit. Sincèrement, je suis assez impressionné par la qualité d'écriture de Fibre Tigre sur ce bouquin. J'en avais pas entendu parler, sincèrement on parle beaucoup d'Aria et de Game of Thrones, tout ça. Moi je trouve cette campagne excellente. Voilà. Et pour avoir regardé quelques actual plays de Fibre Tigre, une fois qu'on a lu ce genre de bouquin, alors j'ai jamais lu Aria, il faudrait que je lise peut-être, mais une fois qu'on a lu ce genre de bouquin, on comprend en fait quand il masterise tout ce qui se passe derrière. Et je trouve ça intéressant parce que moi j'ai toujours trouvé qu'il maîtrisait très très bien, je trouve assez chouette Fibre Tigre, mais je me suis toujours dit que ces actual plays c'était un peu des lignes droites vraiment très cadrées où les joueurs avaient peu de manœuvres. Et en fait, il y en a de la manœuvre. Sauf qu'il la montre pas forcément à ses joueurs. Ses joueurs font leur choix et lui, il s'adapte à ces choix-là et ils avancent en direction de leur choix. Et en fait, vos joueurs à vous, si vous masterisez cette campagne ou si vous la jouez, en fait, vous vous rendez pas compte qu'il y a un nombre de choix qui est limité parce qu'il y en a beaucoup de choix qui vont tous se recroiser, se recouper à un moment donné. C'est finement écrit. Et pour le coup, il y a ce sentiment de liberté quand on est joueur. Et il y a cette cohérence qui se fait au fur et à mesure, puisque on a quand même pas mal de petits éléments qui vont revenir plus tard, qui vont faciliter des choses plus tard, ou les rendre plus difficiles, évidemment, suivant ce qu'on a fait. Et pour le coup, pour le MJ, c'est plutôt tranquille. Donc un MJ débutant, il pourra facilement masteriser cette campagne, je pense.
Et c'est un peu le but. Le but de Fibrotique, j'ai l'impression, c'est quand même d'ouvrir le jeu de rôle à un maximum de gens. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt réussi avec ce genre d'ouvrage. Le petit bémol que j'aurais, c'est moi qui ne prends pas soin de mes livres. J'en suis désolé, je prends pas soin de mes livres. Quand je les feuillette, je les tords un peu dans tous les sens. Mais il est déjà un peu tout corné. C'est de la couverture cartonnée. J'aurais préféré avoir une couverture souple, pour être sincère. Mais après, il y a sûrement des soucis d'édition des soucis de coût surtout pour ça. Par contre, je trouve très 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 beau ce livre. Sincèrement, il est tout doré, la reliure dorée. Il y a un petit côté, bouquin des grands-parents qu'on trouve dans la bibliothèque ou dans le grenier ou des choses comme ça, que je trouve très très chouette. Fibrotique donne corps à cet univers de manière très très naturelle et on se retrouve vraiment sur ces aventures julverniennes absolument folles. On va voyager en montgolfière, faire des croisières, combattre des créatures absolument inimaginables, et tout ça en même temps dans un côté où il y a un côté quand même très bon enfant dans ce jeu de rôle en fait. Et on parle d'occulte, on parle de dieux maléfiques, on parle de choses comme ça, mais c'est très gentil tout ça. C'est très gentil, même s'il y a des parties très sombres, hein, mais dans l'ambiance générale qui s'en dégage, il y a un côté très enfant-friendly. C'est-à-dire que voilà, c'est une campagne qu'on peut faire jouer aussi à des plus jeunes, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sens et qu'elle n'a pas de valeur pour des joueurs plus confirmés, sincèrement. Moi, je ne sais pas si je la maîtriserai pas un jour, parce que pour le coup, je la trouve très très chouette. Alors peut-être que je la maîtriserai avec mes filles, mais sinon, avec des amis, ça peut être très chouette, parce que c'est simple à faire et que des fois, quand on joue au jeu de rôle, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de faire quelque chose de simple et quelque chose de chouette. Et en fait, ce jeu de rôle, c'est quelque chose de simple et quelque chose de chouette. Le problème, c'est que quand on dit ça, on a un peu l'impression que c'est péjoratif comme terme, parce que ça va manquer de complexité, ça va manquer de... Non, c'est simple et c'est chouette. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de produit, sincèrement. Moi, je lis ça en parallèle de Pathfinder, le remaster de Pathfinder, là, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Pathfinder, j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de cette seconde édition... de la nouvelle édition de Pathfinder 1, j'aime beaucoup ce qu'ils en font, mais en termes de difficulté à apprendre et en termes d'investissement, ça a quand même rien à voir. Donc voilà, si vous cherchez un jeu de rôle popcorn à faire jouer pendant 10-15 séances pour faire une petite campagne vraiment très très cool, foncez, ça coûte 45€, l'investissement il vaut le coup sincèrement. Et puis si vous aimez Fibrotique, si vous aimez ces actual play, que vous n'avez pas écouté celui-là, parce qu'il n'est pas... on peut le trouver maintenant sur la chaîne YouTube de la radio, alors je sais plus quelle radio c'est, je sais plus si c'est France Inter, un truc comme ça, j'en sais rien. On peut le retrouver, moi je l'ai regardé pour voir un peu comment il le maîtrisait, ce que ça donnait, et c'est vraiment très sympa ce qu'il en a fait. C'est très drôle d'avoir cette campagne et de voir un peu la façon dont il la joue, et de voir un peu tous les micro-choix qui se font sans que les joueurs le sachent, et ça, c'est toujours très très fort je trouve. Donc voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil à la campagne si vous voulez. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller acheter un coup d'œil à cette actual play, pour que vous puissiez vous faire votre avis. En tout cas, c'est un très très bon bouquin. Et alors oui, je ne vais pas utiliser des adjectifs comme grandiose, ou incroyable, ou historique, ou culte. Non, c'est simple et c'est chouette. Et pour le coup, si vous cherchez quelque chose de simple et chouette, prenez-le. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On a du lourd qui arrive, du très très lourd. J'ai Pathfinder qui arrive. Je sais que les copains ont pas mal de choses qui arrivent, mais surtout, il y a Octogone qui pointe le bout de son nez. On y sera. Passez nous faire un petit coucou si vous y êtes. Ça nous fera plaisir. Nous, on y sera pour vous faire plein d'interviews, pour vous faire plein de découvertes. Et puis peut-être même filmer une ou deux parties si on peut. Voilà. Allez, je vous dis ciao, à bientôt. On se retrouve très bientôt.